Alors, évidemment, je ne saurais prendre la parole sans adresser mes plus vifs et sincères remerciements à Emmanuel Gindre, notre collègue de Polynésie. L'accueil polynésien n'est pas un mythe, mais bien une réalité. Je crois qu'on l'a tous expérimenté pendant ce séjour merveilleux que nous avons passé à tes côtés. Et puis, j'aimerais également remercier les chefs d'établissement qui sont à mes côtés, qui m'encadrent, ou qui m'entourent, pour leur accueil et la transparence aussi de cet accueil, puisque effectivement, on le sait bien, la prison de Nutania, même si la surpopulation carcérale a baissé, a été quand même une visite un peu choc, et d'autant plus choc qu'effectivement elle a contrasté le lendemain avec la visite de Tatoutou. Alors justement, c'est un petit peu sur une intuition que depuis la France, j'ai tenté de répondre au sujet qui m'a été proposé par Emmanuel Gindre, les établissements en réinsertion active, respect de la dignité renforcée ou inégalité indigne. J'avoue que, comme mon ami François Février, je n'étais pas très à l'aise avec ce sujet, puisque vous avez eu évidemment les échos de deux modèles, j'utiliserai le terme de modèle, de prison. Et je crains fort d'être un petit peu hors sol aujourd'hui par rapport aux précédentes interventions de la matinée, d'autant plus que tout a été dit, ou presque tout a été dit, sur la journée d'hier et évidemment sur les interventions des chefs d'établissement. Alors, c'est plutôt une sorte de synthèse et une vision peut-être un peu trop théorique pour essayer de répondre à ce sujet. Alors, comment répondre à ce sujet? La première question que je me suis posée, c'est la suivante, puisque j'ai cherché l'apparition du concept de réinsertion active qui apparaît de prime abord comme un concept tautologique. En effet, j'ai pris le petit Robert et puis c'est important aussi, l'étymologie ou la sémantique, pour essayer de trouver une définition, alors pas une définition juridique, mais justement le petit repère, prenant comme illustration la personne détenue, définit la réinsertion comme une action, celle de donner les moyens de se réadapter à la vie sociale. Alors, cette action, elle a été confiée normativement, ou en tout cas dans une des premières lois, à l'administration pénitentiaire par l'article 1er de la loi sur le service public pénitentiaire de 1987, confiant justement au titre des missions dévolues à l'administration pénitentiaire, aux côtés de la garde et de la sécurité, eh bien, celle de favoriser la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. On retrouvera cette mission ou ce principe de réinsertion dans une décision célèbre du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1994 et par la suite, bien sûr, la loi du 24 novembre 2009 renouvelle les termes de cette mission dévolue au service public pénitentiaire dans son article 2, tandis que l'article 1er, titre préliminaire aujourd'hui abrogé de la loi pénitentiaire, bien renouveler effectivement l'approche de cette mission de réinsertion. Aujourd'hui, cette mission cet article 1er a été abrogé pour être transféré sous les dispositions de l'article 707 du Code de procédure pénale, qui sont, et je crois qu'il y a une intervention cet après-midi de magistrats de l'application des peines, cet article 705, ce sont les principes directeurs de l'exécution de la peine. Nous le savons, le code pénitentiaire a été adopté, certes par voie d'ordonnance, mais comme on nous l'a rappelé, il s'agit d'un code pénitentiaire à droit constant, et son article L1, c'est important de le mentionner aussi, premier article du titre préliminaire du code pénitentiaire, en fait non pas véritablement un principe directeur, et peut-être que ça aurait été intéressant d'ajouter à ce code pénitentiaire des principes directeurs, mais un principe fort
de l'action du service public pénitentiaire en disposant, donc dès son alinéa 2, que ce service public pénitentiaire contribue à l'insertion ou la réinsertion des personnes qui lui sont confiées et bien sûr à la prévention de la commission de nouvelles infractions. Force est de constater que depuis la loi pénitentiaire, la fonction d'insérer et ou de réinsérer chemine sous l'influence des règles pénitentiaires européennes avec l'exigence de responsabilisation du détenu. Cette responsabilisation, cette recherche d'autonomie du détenu est tout à la fois le résultat espéré, permettant donc au détenu de retrouver sa place dans la société civile, mais aussi la manière d'y parvenir pour faire de lui un acteur de sa vie. La réinsertion se pense désormais active. Alors, ce n'est pas un hasard si le concept de réinsertion active fait sa première apparition en 2010, donc peu après la publication ou l'adoption de la loi pénitentiaire, dans un discours prononcé le 18 janvier 2010, justement, par le garde des Sceaux de l'époque, Michel Alliot-Marie, lors de la présentation des nouvelles orientations de politique pénitentiaire. Il s'agit d'évoquer les politiques aujourd'hui, liées à la construction de 5000 places supplémentaires. Alors, c'est un curieux assemblage, pour ne pas dire un mauvais attelage, qui est fait des murs de la prison et de la manière d'en sortir, mais il ne faut pas véritablement s'en étonner, puisque l'on sait, bien sûr, que la spatialité de la prison est mise aujourd'hui au service des politiques pénitentiaires ou des politiques pénales. Les réformes contemporaines ont renouvelé la place de l'individualisation judiciaire ainsi que de l'individualisation pénitentiaire, qui a fait véritablement son apparition et qui se situe dans le droit fil du parcours d'exécution des peines dont on a finalement peu parlé sur ces 2 journées, même s'il a été fait allusion, bien sûr, par le directeur de Tatoutou, afin de donner du sens à la peine privative de liberté. Les dernières réformes, les réformes successives, travaillent sur la restauration du sens de cette peine privative de liberté. Aussi, de nouveaux établissements pénitentiaires ont-ils vu le jour pour permettre de mieux incarcérer, soit peut-être incarcérer dignement, pour favoriser aussi les conditions optimales d'un retour à la vie libre de la personne du détenu. Et c'était bien la volonté exprimée en 2010 à travers la proposition de construire des établissements à réinsertion active. Alors, il y a beaucoup d'acronymes en droit de la peine et pénitentiaire, les ERA, qui étaient censés reproduire le plus possible les conditions de vie à l'extérieur, notamment par une liberté de circulation ou d'accès aux ateliers sans accompagnement. L'intention est louable. Elle doit être aussi saluée. Mais dans un avis récemment rendu le 24 mars 2022 par la CNCDH, celle-ci regrettait déjà l'absence d'une véritable amélioration du respect de la dignité des personnes détenues. Alors, c'est vrai que la CNCDH, et je la salue à mon tour, a salué effectivement la grande réactivité de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Madame l'avocate générale a parlé d'une co-construction et d'un dialogue des juges. Je pense que c'est vrai. Il a fallu quand même l'impulsion de la Cour de cassation et une certaine audace. Donc oui, cet arrêt est assurément un arrêt historique pour la création de ce nouveau recours dont on a parlé et sur lequel je ne reviendrai pas par la loi du 8 avril 2021. Si ce n'est que ce recours, et on l'a critiqué, c'est quand même, et c'est bien là où le bas blesse, du transfèrement, l'alpha et l'oméga de la restauration de la dignité de la personne condamnée donc ou prévenue. Et cette place
accordée au transfèrement par le législateur, y compris dans la décision qui peut être prise par le juge judiciaire, puisque quand on voit les solutions qui sont proposées, l'ultima recours, on a effectivement le transfèrement ordonné par le juge judiciaire en pole position, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, on peut se poser évidemment la question de savoir si cette loi répond aux exigences de la condamnation européenne de la France à travers ou après, bien sûr, l'arrêt JMB contre France. En effet, nous le savons tous, les chiffres de la population carcérale ne cessent d'augmenter et sont à nouveau alarmants. Chaque réforme, pourtant, a cherché à apporter son lot de solutions, le plus souvent d'ailleurs parcellaires, telle, à mon sens, la loi récente du 22 décembre 2021 sur la confiance en l'institution judiciaire, dont les faibles dispositions consistant, je vais y arriver, dans la limitation des détentions provisoires, le renforcement du bracelet électronique, notamment la DDSE aujourd'hui, aménagement de peine, mais aussi la systématisation de la libération sous contrainte à 3 mois de fin de peine, bien, sont finalement des solutions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Le législateur, et je tiens à le souligner parce que je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'occasion de le dire à nouveau, a par ailleurs tenu un pari très aventureux, très risqué, ça n'est pas de moi, c'est d'un collègue, quant à l'impact du nouveau régime des réductions de peine par la suppression des CRP, donc des crédits de réduction de peine, et son possible effet rebond sur le taux de la surpopulation carcérale. Alors, il n'est pas inutile de rappeler à cet auditoire les propositions qui avaient été faites dès 2016 par le Conseil de l'Europe, plus particulièrement par le Comité européen pour les problèmes criminels, qui avait rédigé un livre blanc sur le surpeuplement carcéral, qu'il importe en effet de s'intéresser aux mesures globales nécessaires pour pouvoir promouvoir la dignité en détention. Et comme le rappelait le contrôleur général des lieux de privation de liberté, au frontispice de ces recommandations minimales qui me sont particulièrement chères, pour les avoir commentées, toute mesure d'enfermement offre la perspective d'une fin qui doit être préparée. Il s'agit bien d'anticiper le retour de la personne condamnée dans la société en vue de sa réinsertion, en créant des conditions de vie carcérale favorables à ce retour. Le législateur semble donc partir du postulat selon lequel les établissements à réinsertion active seraient un remède aux conditions indignes de détention. Le lien entre le renforcement de la dignité et la nouvelle catégorie des établissements à réinsertion active paraît en effet de prime abord avéré. Mais il faut se méfier des apparences qui sont souvent trompeuses, car le questionnement de ce concept, objet de notre communication, révèle que les établissements à réinsertion active sont également source d'inégalités entre les personnes détenues et leurs conditions de détention. Vous aurez donc deviné le plan de mon intervention, si ce n'est que ma première partie relative aux établissements à réinsertion active, un remède aux conditions de détention indignes, s'accompagne d'un point d'interrogation. Le concept d'établissement à réinsertion active, nous l'avons dit, est apparu en 2010. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle catégorie d'établissement a connu une consécration tardive, malgré une préoccupation déjà ancienne de l'administration pénitentiaire. Leur création poursuit, à mon sens, mais je pense que c'est un consensus ici, un double objectif. Le premier, en effet, c'est de permettre un délestage des maisons d'arrêt suroccupées et, d'autre part, mieux incarcérer les personnes confiées à l'administration pénitentiaire. Tout porte à penser que réduire la population carcérale contribue à garantir de meilleures conditions de détention.
Le législateur s'y est attelé depuis plusieurs années en travaillant cumulativement plusieurs axes tels que la limitation des entrées en prison, la diversification de l'arsenal des alternatives à l'incarcération, l'augmentation des possibilités de sortir par la promotion des aménagements de peine, et en particulier la LPJ avec la modification du bloc peine et des aménagements ab initio, et un coup de projecteur qui a été mis également par la LPJ sur l'approbation. Chaque réforme pénale a donc eu pour traduction concrète un plan pénitentiaire destiné à augmenter la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires par des programmes de construction, de rénovation et de modernisation immobilière. L'activité immobilière, qui n'est cependant qu'un des leviers des interventions possibles, a été, à mon sens, politiquement surinvestie ces dernières années. Pour autant, la corrélation n'a pas été rapportée entre la construction de nouvelles places de prison et la diminution de la densité carcérale, laquelle se concentre dans les maisons d'arrêt. Alors c'est un poncif, bien sûr, de dire que la surpopulation carcérale touche les maisons d'arrêt en raison justement, et on y a fait allusion tout au long de la journée d'hier et ce matin même, de l'absence de numerus clausus qui leur est applicable. Le coup de projecteur que je souhaite donc mettre dans cette communication sur ces remèdes envisagés avec un point d'interrogation concerne donc les prévenus, on va voir que pour eux c'est quand même plus compliqué, et les condamnés aux courtes peines, puisque l'on sait que c'est l'un des fléaux de ces dernières années. Alors, pour y répondre, le législateur, et en particulier la LPJ, mais c'est une solution qui sera consolidée dans le Code pénitentiaire, dans son article L211-2, a essayé de faciliter finalement le transfert entre catégories d'établissements pénitentiaires, et en particulier, je pense à l'article 714 du Code de procédure pénale pour les prévenus, renvoyant donc dans sa version à venir aux articles L112-3, L211-1, L211-2 du Code pénitentiaire, qui a été corrigé pour tenter de lutter contre le surpeuplement carcéral et limiter les incarcérations de courte durée. Alors, outre l'affectation des personnes prévenues dans certains quartiers spécifiques, il est donc possible, eu égard à leur personnalité et en général pour des raisons de sécurité, ou lorsque ces personnes ont interjeté appel ou formé un pouvoir en cassation, de les transférer dans des établissements pour peine. Et le Code pénitentiaire précise que ces établissements offrent des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt. Si ce n'est que le texte dispose que cela ne vaut bien sûr qu'à titre exceptionnel. Alors on l'a vu, ça fonctionne de Noutania à Tatoukou, ça fonctionne seulement, si j'ai bien compris hier, que, évidemment, pour les condamnés qui vont être transférés, j'ai aussi semaine, il y a quelques 8 à 10 personnes qui vont, tous les 15 jours, qui vont être transférés de Noutania à Tatoukou. Alors, ces dispositions qui ont été envisagées initialement par la LPJ, la loi de 2019, ont bien pour objectif, tel que c'était affirmé d'ailleurs dans les motifs même de la LPJ, de lutter contre le systématisme du tout carcéral en s'attaquant notamment aux courtes peines d'emprisonnement ferme qui cristallisent les paradoxes de notre société contemporaine et donc de la société carcérale. Ces courtes peines représentent plus de 50% des peines en cours d'exécution, donc favoriser la réinsertion dans un contexte de surpopulation carcérale, lorsque l'on sait que 25% des détenus ne maîtrisent pas les savoirs de base, que plus de 80% d'entre eux ont au moins un trouble psychiatrique associé à une situation de dépendance, n'est donc pas la moindre des ambitions pour le législateur. Alors, pour y répondre, notre garde des Sceaux, le garde des Sceaux Nicole Belloubet, avait porté, une fois de plus,
un programme immobilier dont l'inspiration cependant avait été puisée dans un rapport déposé auprès de la commission des lois ayant pour titre « Repenser la prison pour mieux incarcérer ». Ce rapport poursuivant la politique de différenciation des régimes de détention, initiée d'ailleurs par la loi pénitentiaire, proposait l'adoption d'un régime simplifié, d'un nouveau parcours d'exécution des peines, par la création de centres pénitentiaires dédiés aux courtes peines et aux fins de peine, que la LPJ donc transformera en ces fameuses structures qui sont aujourd'hui dans le code pénitentiaire, structures d'accompagnement vers la sortie, les SAS, auxquelles François Février a fait rapidement allusion dans son intervention hier. Or, je crois que finalement, l'administration pénitentiaire, souvent, commence par expérimenter, puis ensuite le législateur va consacrer. C'est un peu l'idée, puisque dès 1992, on observe la création de quartiers intermédiaires sortants, les QIS, à la prison de Fresnes. Puis, celle des centres pour peine aménagés, qui sont appelés à disparaître, remplacés par les SAS, en 2002, associés au quartier Nouveau Concept, les QNC, avec pour eux seule légitimation, du moins à l'époque, de pallier le manque de place dans les centres de semi-liberté. La loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines a donné naissance, quant à elle, aux quartiers courte peine, les QCP, avant de s'effacer derrière les quartiers de préparation à la sortie, portés par Jean-Jacques Urvoas, alors garde des Sceaux, et notamment dans son rapport célèbre intitulé « En finir avec la surpopulation carcérale ». Il s'agissait déjà de permettre l'exécution des courtes peines, traditionnellement effectuées en maison d'arrêt, au sein d'un environnement plus favorable à l'aménagement de peine, tout en améliorant l'offre d'encellulement individuel au sein des maisons d'arrêt. Dans le cadre du programme 15 000, il a été prévu de construire 17 nouvelles SAS et de requalifier 7 structures existantes, soit 2500 places. Leur implantation est en principe priorisée dans des régions connaissant la surpopulation carcérale. La première a été ouverte notamment à Marseille, dans la prison des Baumettes. Et généralement, elles sont rattachées à un quartier maison d'arrêt ou à une maison d'arrêt. Alors, le code pénitentiaire s'est emparé de cette nouvelle catégorie d'établissements pour les consacrer effectivement dans la typologie des établissements pénitentiaires, et plus exactement au titre des établissements pour peine. Donc, il s'agissait bien, ou il s'agit bien, de répondre à l'encombrement des maisons d'arrêt par une politique de délestage. Première voie de cette alternative, la politique de délestage, qui est supposée permettre l'amélioration des conditions de détention pour un retour progressif à la vie libre. Oui, bien sûr, mais cela n'est pas encore suffisant malgré les efforts du législateur. On sent bien que rien ne fonctionne véritablement. Autre objectif de ces établissements à réinsertion active, c'est finalement mieux incarcérer. Alors, c'est dans un contexte général de détention fortement dégradé. Je ne vais pas vous lister les matelas au sol, la multiplication des mouvements allongeant le temps d'attente. Tout cela est connu de nous tous et du public, des gens qui travaillent au sein de la pénitentiaire. Mais c'est vrai que c'est dans ce contexte que la mise en place de régimes différenciés a quand même permis d'améliorer sensiblement la situation pour certains détenus, et en particulier des détenus volontaires s'engageant à un respect mutuel d'autrui et à diverses obligations pour préparer la sortie. Alors, il s'agit d'évoquer très rapidement, mais je ne vais pas revenir sur ce qui a été parfaitement décrit par Vincent Vernet, bien sûr du module respect, ce module respecto qui est issu du modèle espagnol. J'aimerais juste, puisque nous avons une collègue anthropologue qui a fait un exposé brillant sur la linguistique, j'ai trouvé ça très intéressant, je le dis. J'aimerais juste
peut-être signaler au passage que dans les travaux que j'ai lus sur les modules respect, la chance que j'ai eue de voir comment ça fonctionne dans la réalité, il est vrai que le terme qui est utilisé par la doctrine, c'est celui de la recherche d'un empowerment. Je suis très mauvaise en anglais, je suis désolée pour mon accent. Et cela m'a fait songer à une comparaison avec ce terme-là qui est utilisé par la doctrine généralement sur la justice restauratrice. Donc c'est intéressant de faire ce parallèle. Bon, je ne vais pas revenir sur évidemment les critères du module respect, si ce n'est, et cela a été dit aussi, que le contrôleur général des lieux de privation de liberté a salué l'aspect amélioratif de ces modules respect en maison d'arrêt, qu'elle a d'ailleurs assimilé à de véritables régimes, nouveaux régimes, mais qu'elle a souligné, bien sûr, quelques défauts à ces régimes lorsqu'ils sont exécutés dans des centres de détention tournés vers la sortie. Donc, je suis très heureuse d'entendre que finalement, il n'y a que 2 régimes, avec la fermeture des régimes autonomes, un régime fermé CDE, CDO, au centre de Tatouto. Je pense que c'est effectivement beaucoup plus cohérent. Alors, ces modules de respect ont permis de poursuivre aussi la réflexion qui a été initiée sur les régimes applicables en détention et les catégories d'établissements conçus comme des structures intermédiaires entre le milieu fermé et le milieu ouvert, donc ces fameux établissements dits à réinsertion active. Alors, ce concept de réinsertion active n'a pas fait l'objet de théorisation. J'ai essayé de repérer quelques critères qui me semblaient ressortir de ces nouvelles catégories de détention, d'établissement, si on peut dire. D'abord, et en premier lieu, ce sont des structures de petite taille, en général. Donc 60 à 180 places, qui sont préférées donc aux grands établissements, bien sûr, qui ont un effet néfaste sur la qualité des interrelations entre les personnes détenues et les personnels. En deuxième lieu, le niveau de sécurité y est allégé pour permettre ce que l'on appelle, ce que la doctrine a qualifié de sécurité dynamique, plus proche donc du modèle normatif. En troisième lieu, l'organisation de la détention repose sur un régime, on l'a évoqué, assurant l'individualisation des parcours à travers vraiment des programmes de prise en charge individualisés et collectifs, adaptés aux besoins tels qu'ils ont été repérés. Et en ce sens, la loi du 22 décembre 2021, qui a consacré la flexibilité du travail en prison par la contractualisation de l'emploi pénitentiaire, même si cela reste un contrat de droit public, a emprunté effectivement aux principaux aspects de la vie civile et du contrat de travail à travers des entretiens préalables au recrutement, des périodes d'essai, des causes de suspension, je n'en dirai pas plus. Mais c'est aussi l'illustration de la mise en relation du parc pénitentiaire avec les politiques pénales et la recherche d'une désistance, c'est-à-dire une sortie de la délinquance de la personne détenue. Donc tout porte à croire que ces types d'établissements, et j'irai beaucoup plus vite dans ma deuxième partie, je suis désolée, j'ai dépassé, améliorent les conditions de détention des personnes détenues. Moins de détenus, une liberté de circulation, un régime de détention apaisé, un programme ciblé par un accompagnement vers la sortie, tout cela est vrai. Tout cela a pu être vérifié lors de l'ouverture du CD de Papeari en 2017, qui a donc inauguré les régimes différenciés en Polynésie française, et c'était une volonté de Jean-Jacques Boas. Ça a même été qualifié, je regardais, dans les journaux locaux, l'une des prisons les plus modernes de France, voire une bouffée d'oxygène. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais cela interroge, et en particulier la visite de Tatoutou, interroge la mise en perspective de 2 établissements qui se situent finalement aux antipodes et se présentent, en tout cas en ce qui concerne Tatoutou, me semble-t-il, davantage comme une contre-culture par rapport à l'ordre traditionnel pénitentiaire. Le modèle de Tatoutou interroge donc, en conséquence, la coexistence de 2 ordres normatifs, l'un horizontal, l'autre vertical, en étant potentiellement source d'inégalité entre les personnes détenues et leurs conditions de détention. J'irai beaucoup plus vite pour ma deuxième
partie, les établissements à réinsertion active, source d'inégalité dans les conditions de détention. Oui, en effet, peut-être à l'exception de Tatoutou, ça reste quand même, ça fait figure d'exception, l'accès dans ce type d'établissement dit à réinsertion active est un accès qui est en général contingenté. Il a pour conséquence de privilégier une minorité de personnes détenues au détriment de la grande majorité des personnes détenues, notamment en référence bien sûr aux maisons d'arrêt, qui demeurent encore largement soumises à des conditions de détention indignes. Le modèle des établissements à réinsertion active pose donc d'emblée et de manière théorique la question de leur possible généralisation. Très rapidement, sur l'accès contingenté, j'ai regardé, j'ai vu en tout cas l'emblème de ces établissements, et je pense notamment au SAS. J'ai eu l'occasion de visiter la SAS de Marseille. Un pas dedans, un pas dehors. C'est un petit peu l'emblème de cette structure, c'est la devise des établissements à réinsertion active. Et l'objectif, c'est bien de mettre en œuvre les moyens permettant d'éviter une rupture de la prise en charge, et notamment une rupture avec la société, donc faire le lien entre le dedans et le dehors. Alors, je vais aller très très vite. La SAS, qui a ouvert à titre expérimental d'abord à Marseille, et donc là aussi, peut-être une vitrine de l'administration pénitentiaire, puisque par exemple, voici les activités qui y sont proposées: atelier jardin, atelier slam, possibility visant à connaître les codes de communication d'un groupe, box pied-point, Educabox, Toastmaster consistant à acquérir des méthodes d'apprentissage afin de réussir à prendre la parole en public, atelier graphe, lieu fictif formation audiovisuelle, code de la route, droit à l'hygiène, escalade, mixi-voile, surfrider. Vous voyez la multiplicité des activités proposées. Ce programme de prise en charge est un programme idéalement établi avec chaque condamné et combine donc intervention individuelle et collective. Je passe. Alors, ces nouveaux régimes tournés vers une réinsertion active ont fréquemment pour présupposer, il me semble, une évaluation préalable des personnes détenues admises à suivre ces programmes individualisés. Alors, ça repose sur les théories RBR, mais au-delà de l'application des théories auxquelles il a été fait allusion, il y a un risque de biais, me semble-t-il, dans la sélection. Les conditions d'accès y sont très restrictives, puisque ces catégories d'établissements ont vocation à accueillir les personnes condamnées, en tout cas les SAS et dans le code pénitentiaire, dont le reliquat de peine est inférieur à 2 ans. Et il faut un profil qui doit cumuler un certain nombre de qualités, en particulier présenter un faible risque d'évasion, être capable de s'adapter à la vie en collectivité. Cet accès contingenté fait ou a pour conséquence que l'ouverture de la SAS de Marseille n'a pas eu pour effet de vider l'établissement, en tout cas des Baumettes. Et la majorité de ces établissements, dans les chiffres nationaux que j'ai pu chercher, restent sous-occupés avec une moyenne de 65% de taux d'occupation. Donc l'hyper, et je crois qu'on est rentré dans cette ère-là, même si c'est une bonne chose, l'hyper-individualisation, par la diversification des régimes de détention, en fonction des profils, creuse l'écart entre une politique du sur-mesure à une industrialisation de la prise en charge, une politique micro versus macro, laissant la masse des personnes détenues dans des conditions indignes. Hormis les établissements à réinsertion active, la plupart des établissements peuvent ou pourront atteindre les 600 places d'accueil. Il est bien évident que cela va induire des conditions de détention difficilement supportables. Donc ces critiques de disparité des conditions de détention ont d'ailleurs été formulées par certaines personnes détenues à la suite d'une étude qui a été menée sur le module respect. Et je vous cite très rapidement, il a pu être dit par des personnes détenues à l'égard des modules respect que les bâtiments non respectaux en CD ont été laissés à l'abandon. Un détenu parlant même d'un concentré de désavantages, de désolation, où les détenus sont condamnés au pire d'eux-mêmes.
Donc le CGPL a analysé les mérites, mais aussi les effets négatifs. Alors, parmi les points négatifs, en tout cas dans la théorie, c'est quand même une infantilisation de la personne détenue, puisque en principe, cela fonctionne sur l'attribution de bons points. Alors, dernier point, et là c'est presque une conclusion, c'est mon dernier point, et je suis désolée parce que je mords sur votre pause café. Ce modèle est-il généralisable ou fait-il figure d'exception? Ce que l'on a vu notamment à Tati. Alors, c'est vrai que la gestion de la crise sanitaire nous a donné quelques enseignements, et en particulier, on peut faire baisser la surpopulation carcérale. Il est vrai aussi qu'un rapport éloquent intitulé « Les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire » a été récemment rendu, qui n'est pas sans rappeler un autre rapport à l'intitulé non moins célèbre, « La prison, une humiliation pour la République ». Ne convient-il pas, comme l'invitent à le faire les parlementaires, de se confronter à ce principe d'encellulement individuel qui a été consacré, mais qui n'est qu'une coquille vide de moratoire en moratoire au pluriel. C'est plus un moratoire au singulier, puisque chaque fois on repousse ce principe de l'encellulement individuel. Je rejoins les propositions qui ont été faites, de celle de poser un numerus clausus. Alors, peut-être même, mais je n'y avais pas songé, certainement d'ailleurs, un numerus clausus inversé, qui me paraît tout à fait envisageable pour réguler la population carcérale. Alors, on a quelques pistes, et la piste peut-être d'ouverture est peut-être une note optimiste. Quid des prisons ouvertes, puisque c'est une question qui a de nouveau été, sinon débattue, en tout cas mise devant la scène juridique ces derniers temps. Je pense que Tatoutou peut participer, même si c'est un module et même si c'est un régime, de cette idée de prison ouverte. Je pense aussi que la nouvelle catégorie d'établissements tournés vers la réinsertion, avec le lancement du projet INSER, innové par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l'emploi, qui prévoit la construction d'ici 2024 d'une prison expérimentale tournée vers le travail, et en lien bien sûr avec la loi Confiance qui a réformé le travail pénitentiaire, et c'est tant mieux, participe de cette idée véritablement d'ouverture. Alors, à quand une prison ouverte? Je me suis posé la question, puisque vous savez, il y a 2 établissements emblématiques, et seulement 2, et puis les Marquises, mais je crois qu'il n'y a que 2 personnes détenues, alors même qu'en droit comparé, et je pense au Danemark, on connaît de ce régime ouvert. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre conception du régime ouvert reste fortement liée à une conception sécuritaire de l'administration pénitentiaire. Donc, le détenu doit mériter son accès à un régime ouvert, c'est un peu le principe des modules respect. Ce n'est pas du tout l'hypothèse du Danemark, et c'était vraiment intéressant, puisque la seule condition d'admission dans un régime totalement ouvert, c'est une condition de seuil de pénalité, sous, bien sûr, condition de respecter les règles de ce régime ouvert. C'est la raison pour laquelle ces centres ouverts sont rattachés, bien sûr, à des établissements fermés, et le non-respect est sanctionné par le retour en régime porte fermée. Alors, pour terminer, les prisons ouvertes, qui sont bien plus qu'un oxymore ou une utopie, sont-elles une solution, comme l'affirmait Madame Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois, ayant rapporté sur les prisons ouvertes? L'avenir nous le dira. Je vous remercie.